Paradoxalement, je suis d'accord avec certains de ses propos. Je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il faut absolument éviter, évidemment, un reconfinement généralisé. Et opter plutôt pour des mesures... Ou localisées, là j'évoque par exemple Marseille. Alors opter pour des mesures localisées quand par exemple sur la Mayenne ça avait très bien marché, sauf que c'est un département rural, où la densité de population n'est pas très importante. Je pense qu'à Marseille ça poserait quand même un gros problème. D'abord, est-ce que ce reconfinement serait le cas échéant justifié? Je ne le pense pas, pour la bonne et simple raison, c'est que le taux de cas positifs reste quand même assez modeste, on est à 3,5%. Et la deuxième chose, c'est que en fait, il me semble que la souche du virus maintenant est beaucoup moins virulente qu'elle ne l'était. J'ajoute que en fait, qu'est-ce qui doit diriger la politique? C'est les hospitalisations, le taux d'hospitalisation. C'est ça qui est le seul critère, le seul élément qui doit nous guider. Or, pour l'instant, eh bien, les hospitalisations restent quand même à un niveau très faible et les réanimations également par rapport à ce que nous avons pu connaître il y a quelques mois. Donc moi, je pense qu'en fait, le virus a dû circuler beaucoup plus tôt que nous l'avons imaginé en France et que s'est formé, d'une manière ou d'une autre, une forme d'immunité collective, en quelque sorte, même si on ne le sait pas et que ce n'est pas dit. En tout état de cause, reconfiner aujourd'hui soit la France, soit des grandes métropoles comme Marseille, c'est effectivement porter un coup d'arrêt sévère à l'un des poumons économiques de la France. Et surtout, je termine là-dessus, c'est la garantie d'une explosion des quartiers nord de Marseille. Donc il y aura derrière des problématiques sociales, parce qu'il y aura des problématiques économiques et des problématiques sociales, parce qu'il y aura des problématiques sanitaires. Donc il faut faire très attention et je crois qu'aujourd'hui la situation, malgré l'augmentation du nombre de cas, ne justifie pas un reconfinement. Il ne faut pas non plus oublier les touristes en provenance de l'étranger. Parce qu'on se souvient qu'avant que le gouvernement établisse cette fameuse liste des pays foyers du virus qui imposait des contrôles sanitaires en frontière pour tous les voyageurs en provenance de ces pays, l'Algérie par exemple en faisait partie, mais jusqu'à que l'Algérie figure sur cette liste, en réalité, il y a beaucoup d'Algériens qui voyageaient dans le sens Algérie-France, alors que l'Algérie était déjà un foyer du virus. Et quand on sait l'importance de la population algérienne à Marseille, il faut aussi ne pas éluder cet élément-là. Il y a bien sûr la circulation du virus parce qu'il y a du tourisme français, mais il y a également, je sais que ça fait ricaner mon voisin, parce que la notion... J'ai du mal à m'y habituer, on a beau se côtoyer régulièrement sur le plateau, j'ai forcément du mal à m'y habituer. Mais marrante, monsieur, la frontière, c'est quelque chose d'internationalement reconnu. Alors je veux bien que vous créiez un micro... Ça peut aussi être un fantasme. Une réalité administrative, mais parfois un fantasme. C'est pas la technique de la gauche, c'est toujours de parler sur... Allez-y, Jean Messia. Donc moi je vous dis que vous pouvez toujours créer un microclimat... Mathieu, remettez pas une couche par contre. Écoutez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Je veux bien que vous créez un microclimat idéologique en pensant que la manière dont vous appréhendez la frontière en France est une manière absolue et globale. Ça n'est pas vrai. En réalité, tous les pays qui ont jugulé le virus ont établi des contrôles sanitaires aux frontières. Parler de frontières, c'est pas le mur de Berlin. Parler de frontières, c'est mettre des contrôles sanitaires. Parce que le virus n'était pas encore entré dans les pays, qu'ils ont fermé les frontières et donc ils ont pu mais chère madame, nous réclamons... En Nouvelle-Zélande, ça a été le cas parce qu'il n'y avait pas encore de virus. Et à partir du moment où il circule, il n'est plus lieu de fermer les frontières. C'est pour ça que le Rassemblement national et sa présidente, très en avance de phase, à la fin de l'année dernière, quand on a commencé à parler de cette épidémie, nous avons été les premiers à dire qu'il fallait établir des contrôles frontières. Et si on nous avait suivis, eh bien, on aurait exactement la même situation que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie où le virus a été jugulé. Donc évidemment, si vous laissez les frontières ouvertes et que vous n'écoutez personne, le virus circule. L'inverse est vrai? C'est-à-dire que si vous aviez fermé les frontières, vous croyez qu'il n'y aurait plus de Covid-19 en France aujourd'hui? Pas plus de Covid, mais il y aurait certainement beaucoup moins. Tous les pays qui ont rétabli des contrôles sanitaires aux frontières en avance de phase sont aussi les pays où le virus a le moins circulé. Alors c'est une réalité qui vous gêne, mais c'est vrai. Permettez-moi, madame, vous avez dit une erreur tout à l'heure, parce que vous avez dit que la déforestation avait entraîné des zoonoses. En réalité, des zoonoses, il y en a depuis des siècles, à une époque où il y avait 10 fois moins de déforestation. Donc on peut pas exactement dire ça, même si la déforestation est évidemment un drame, mais on ne peut pas nécessairement lier les deux. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le virus, en tout cas la propagation du virus depuis la Chine, ça interroge aussi le modèle mondialisé. Parce qu'encore une fois, évidemment, c'est une propagation. Alors je sais qu'on va me dire
que effectivement la grippe espagnole, il y a un siècle, il n'y avait pas de mondialisation. Si, il y a toujours eu une mondialisation. Simplement, c'est une affaire de degrés. Voilà. Aujourd'hui, le monde est complètement ouvert. Avant, il était beaucoup moins ouvert, mais il était ouvert. Le monde n'a jamais, en réalité, était oui, mais parce que 50 millions de morts. Bon. Oui, mais enfin, il me semble que la médecine a évolué en un siècle. C'est ce qui permet de limiter en quelque sorte les dégâts. Vous ne pouvez pas comparer les deux situations. Sur le reste, moi, je crois qu'il n'y a pas de deuxième vague. En réalité, je pense qu'il y a plus de tests et donc il y a plus de gens qui sont détectés. Je ne crois pas dans la deuxième vague. Par contre, le nombre de morts que nous avons constatés, ce ne sont pas des morts dans toute la population. On voit bien que ces morts sont concentrées sur certaines catégories, notamment les personnes âgées, les personnes qui souffrent de comorbidité. C'est sur ces publics-là que la politique sanitaire et la politique de protection sanitaire doit porter. Parce que, si vous voulez, si vous êtes jeune, vous avez moins de chances. Ça passe comme une grippe. Moi, j'ai plein d'amis qui l'ont eu. Ça passe effectivement en l'espace de 10 jours. Alors, c'est vrai qu'il faut rester isolé pour ne pas contaminer les autres, mais ça n'a pas une forme grave, ça dégénère jamais. Ça passe au bout de quelques jours. Il faut simplement rester chez soi pour protéger les autres. Mais, encore une fois, il faut des tests, tester massivement. Alors, même si ça permet de détecter d'autres cas, il faut tester. Il faut mettre le masque, notamment dans les zones à très haute densité. Et il faut porter l'effort sanitaire sur les publics qui sont les plus vulnérables. Et ça, vous avez fini ? Ouais. Ah, mais c'était long, mais c'était pas mal. On a tout dit sur ce sujet du Covid. Tout le monde a... On ne peut pas laisser dire ça, puisque en fait, le recrutement dès le plus jeune âge du football pour mettre les gens sur les rails pour arriver au club, c'est un recrutement qui est un recrutement communautaire dans les quartiers. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va mettre en place une politique de discrimination positive permettant aux Français de souche d'arriver à la fois au PSG et au sein de l'équipe de France. Parce que ça, à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Le football n'a pas de couleur, Jean Messia. Pour le coup, c'est vraiment... Non, mais moi je vous dis, quand vous êtes... Non, d'accord, mais il faut... Ça, c'est une forme. Attendez, c'est un Français, effectivement, mais il y a d'autres... Pourquoi c'est pas un Français de souche. C'est pas un Français de souche. D'accord, donc il y a quand même un problème même avec Zidane. Non, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je comprends plus. Sur Zidane, on a compris l'interpellation. J'ai fait une obsession là-dessus, je sais pas pourquoi. Non, moi j'ai sur la charge de M. Souquier contre Michel Onfray, vous savez, c'est vrai que c'est un philosophe, mais il me semble, et je parle sous le contrôle de M. Leguet, il me semble que c'est Descartes qui avait défini la philosophie comme la science des évidences. Donc là, effectivement, l'évidence saute aux yeux. C'est bien, on élève le niveau sur ce plateau, ça fait plaisir. L'évidence saute aux yeux. Je veux dire, il faut être aveugle, il faut effectivement pratiquer une sorte de cécité idéologique militante pour ne pas voir la réalité de ce qui arrive. Enfin, quelle est la réalité de ce qui arrive, Jean Messia ? Ce qui arrive, c'est qu'il y a effectivement un assaut de certaines populations contre notre pays, parce que ça, il faut le remettre dans un contexte plus général de manifestation. Quelle était la population sur les Champs-Élysées ? C'était des supporters, c'était des casseurs, c'était des gens qui... C'était effectivement des racailles, tout simplement. Les gens qui sautent sur des voitures, auxquelles ils mettent le feu, qui sautent contre des fourgons de police ou qui jettent des projectiles. Et alors, la police, effectivement, il y avait 3000 hommes. C'est d'ailleurs assez inquiétant qu'il y ait 3000 hommes pour arriver à ce résultat-là. Ça veut bien dire que quelque part, le problème n'est pas que quantitatif, il est aussi lié aux instructions que reçoivent la police. Or, les policiers savent très bien qu'ils ne sont soutenus ni par leur hiérarchie, ni encore moins par le politique. Si un des racailles avait eu une bosse, effectivement, ils craignent que le quartier s'enflamme. Alors, vous allez me dire, je stigmatise. Mais c'est vrai. Mais je m'en fous de stigmatiser. Et là, quand vous parlez de féminicide, vous stigmatisez bien les femmes, non ? Quand vous parlez de violence policière, non. Quand vous parlez de féminicide, vous stigmatisez les hommes, pardon. Vous stigmatisez les hommes. Quand qui vous parlez tuent leurs femmes. Oui, mais tous les hommes ne tuent pas leurs femmes. Mais toutes les femmes. N'extrapolons pas sur d'autres thématiques. C'est pas le sujet, non. Quand vous parlez de violence policière, Jean Messia, on a compris. Quand vous parlez de violence policière, vous stigmatisez pas tous les flics. Quand vous parlez d'injustice sociale, vous stigmatisez pas tous les possédants. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un problème spécifique avec certaines populations qui prennent prétexte, là, effectivement, c'est un match, mais ailleurs, c'est un contrôle qui dégénère ou une présence policière trop visible, qui prennent prétexte pour effectivement assaillir en quelque sorte notre pays. Alors, si la stigmatisation, si vous voulez, c'est un phénomène qui entraîne une aphonie castratrice qui empêche de dire le réel, alors non. D'accord ? Ce que vous appelez stigmatisation, moi j'appelle ça révélation. Alors, il faut révéler le tout le reste du plateau. La fondation Jean Jaurès ne fait pas de politique, elle est juste de gauche. Alors je comprends que vous soyez effectivement extrêmement gêné par les images que vous voyez. Vous savez, moi hier j'étais
été porte de Saint-Cloud. J'étais porte de Saint-Cloud et je peux vous dire que les scènes auxquelles j'ai assisté étaient des scènes quasi insurrectionnelles. Donc alors après, vous pouvez me dire qu'effectivement les incivilités, c'est quelqu'un qui décroche son téléphone dans le RER. un sens quand même, Jean-Michel. Attendez, le mec, insurrection. Le mec qui est. Mais taisez-vous, je suis en train de parler. Quand quelqu'un décroche son téléphone choqué par ce que vous dites. Quand quelqu'un décroche son téléphone dans le RER, monsieur, ça fait pas l'objet d'une plainte. Donc arrêtez de dire des bêtises. C'est pas une incivilité, ça. Voilà, une incivilité qui est une incivilité qui. Oui, mais cacophonie. Où ça? Ça c'est là. Alors dernière chose, vous comparez avec le hooliganisme. Je suis désolé. Ce qui se passe là, c'est pas du hooliganisme. Le hooliganisme des années 80. À l'époque, le hooliganisme était bien supérieur dans le foot. Mathieu Souquier, je vous en supplie, stop. Le hooliganisme dans les années 80, c'était des types qui venaient aviner pour chercher la bagarre, une sorte de testostérone malsaine. Ouais, il y avait une idéologie derrière. Non, d'accord, mais c'était la bagarre. Là, ça n'a rien à voir avec le... Et en plus, ça découlait, si vous voulez, le hooliganisme a pris naissance en Grande-Bretagne, ça découlait de la politique néolibérale de Thatcher qui a paupérisé énormément de personnes. Là, la France est un pays solidaire. Restons sur le sujet, s'il vous plaît, parce que déjà que je cours après le temps. Là, c'est pas du hooliganisme. Des gens qui brûlent, qui cassent gratuitement, qui agressent gratuitement, qui chargent les forces de l'ordre, qui brûlent des voitures, c'est pas du hooliganisme. Ça s'appelle la racaillisation de la France. Étonne simplement qu'on parle pas de racisme, là. C'est quand même curieux. Imaginez inverser les couleurs. On aurait immédiatement parlé de racisme. Attendez, si la personne, si l'agressé avait été de couleur, agressé par une bande de blonds aux yeux bleus, immédiatement la terre entière, la LICRA, la SO. Ben si, parce que c'est le cas. C'est toujours deux poids, deux mesures, si vous voulez. Là, pourquoi vous ne parlez pas de racisme? Pourquoi vous ne parlez pas de racisme, là? Il y a un racisme anti-blanc qui existe en France. Mais ça, c'est votre délire. Mais non, c'est pas... Je termine juste mon propos. Vous aviez terminé, non? Non. Ah bon. Pour George Floyd, par exemple, on s'est précipité pour parler de racisme, alors que c'est pas avéré. Pour Adama Traoré, on s'est précipité pour parler de racisme. C'est pas avéré non plus. Voilà. Alors dans un sens, ça marche et pas dans l'autre. Léa Balage,